qu'il y a quelques... Puis je vous parlerai un peu plus longtemps de ce qu'on utilise dans la prise en charge clinique du patient. Et je vais surtout parler de la malaria sur laquelle on a focalisé nos recherches, mais on sait bien que les tests rapides sont en train de se développer, sont déjà développés depuis longtemps pour le VIH par exemple, la dengue, la syphilis, et puis ça devient un peu interminable. Et puis peut-être un peu terminer avec l'expérience les études qu'on essaie de mettre en route sur l'utilisation de ces tests rapides, mais dans une approche plus syndromique. Parce que pour l'instant, tous ces tests rapides sont utilisés pour des approches monodisease, centrées sur une maladie, mais la réalité du clinicien, c'est un patient qui vient avec des maux de tête, avec de la fièvre ou des troubles neurologiques. C'est pas un patient qui vient en disant j'ai la malaria. Enfin, il le dit, mais il l'a peut-être pas, quoi. C'est ça. Donc, bon, vous savez, je ne vais pas m'apesantir sur le fait que les techniques microbiologiques conventionnelles prennent souvent du temps. Que ce soit sérologie, culture, etc., il faut parfois plusieurs jours pour avoir des résultats. Et il y a une série d'infections, en particulier, il y a une série de maladies, en particulier en maladies infectieuses, où on a besoin d'une réponse la plus rapide possible pour pouvoir sauver le patient. Et donc c'est de ça dont je vais parler particulièrement. Ça a été bien revu dans une issue thématique de Microbiology Infection il y a 2 ans. Et donc on parlait justement de cette nouvelle issue, de ce nouveau domaine de développement. Il y a bien entendu toute une technologie qui se développe, qui n'est pas uniquement du test rapide diagnostic tel ce dont je vais parler aujourd'hui, mais donc il y a toute une série d'autres technologies, d'autres plateformes qui sont en train d'être développées. Ceci dit, je vais vraiment insister sur ce que l'on appelle, ce dont on a besoin à l'heure actuelle, en tout cas dans les milieux à ressources limitées, à savoir véritablement des tests robustes, des tests equipment free, ce qui n'est pas le cas encore, par exemple des amplifications génétiques, etc. Des tests qui soient résistants à des conditions extrêmes de chaleur, comme on voit dans les pays tropicaux, et bien entendu des tests malgré tout performants, sensibles, spécifiques, etc. et user-friendly. Donc c'est ce qu'on entend par ce concept de assured qui a été développé déjà il y a une dizaine d'années. Alors, quand on parle de point of care, en général, on sous-entend parfois le patient qui lui-même dans sa maison fait son test, comme le test de grossesse. En général, on parle plutôt du médecin dans son cabinet de consultation qui ferait un test rapide de grossesse, justement, ou un test rapide de VIH. Mais disons qu'on va ici plutôt parler des tests qu'on obtiendrait rapidement dans un laboratoire. Je parle des pays tropicaux, donc la capacité d'utiliser certains de ces tests dans les maisons n'est pas tout à fait développée. Mais on va quand même parler du near care, c'est-à-dire à côté du patient, dans un laboratoire d'un hôpital rural ou dans un laboratoire d'un centre de santé très proche du patient. C'est là-dessus que je vais un peu plus m'intéresser. Il est clair que par rapport à la malaria, par exemple, la tendance actuelle est d'essayer que les villages, qu'il y ait une personne ou deux dans les villages qui fassent les tests pour poser le diagnostic et donner les traitements. Peut-être même un jour, les patients eux-mêmes, dans les villages, font leur diagnostic eux-mêmes. Mais je ne vais pas aller aussi loin, pour l'instant, je me limite encore. Et on va voir qu'il y a suffisamment encore de problèmes à ce stade pour les petits laboratoires périphériques. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait le résultat dans les 20 minutes, dans la demi-heure, dans l'heure, pour pouvoir prendre une décision. Les gens ne reviennent pas. Ici, déjà, c'est difficile. Mais sous les tropiques, les gens ne reviennent pas 2 jours après pour obtenir un résultat. Ils ont besoin soit d'un traitement, soit d'une hospitalisation, soit de ne pas être traités si c'est tout, ou d'être référé. Alors, en général, bon, les formats actuels des tests rapides est essentiellement basé sur les tests immunochromatographiques, donc avec une réaction colorimétrique qu'on va pouvoir voir à l'œil nu ou mesurer, et qu'on appelle lateral flow, c'est-à-dire que c'est véritablement une diffusion latérale par capillarité. Bon, il y a soit des antigènes, soit des anticorps, une réaction colorimétrique. Il y a d'autres tests rapides qui existent. On a utilisé longtemps des tests de flocculation, des tests de latex, des hallucinations latex, comme le CAT pour la maladie du sommeil, ou bien même des immunochromatographies par verticale. Mais tous ces tests sont plus complexes, sont multi-step, et souvent demandent une chaîne de froid, ou bien toute une série de réactifs. Et donc actuellement, la tendance lourde, c'est d'utiliser, en tout cas quand on parle de tests rapides, c'est clairement des tests immunochromatographiques. Vous voyez, hein, c'est hygiène. Je ne vais pas parler, même si on peut commencer à parler de tests rapides dans certains tests comme le GeneXpert, je ne vais pas en parler parce qu'on est bien d'accord que là, il faut encore un équipement qui coûte au moins 15 000 $ et encore 10 $ par cartouche. Donc, ce n'est pas encore prêt pour l'utilisation en périphérie.
Un exemple, le test, le fameux CART, le CART Agglutination Trypanosomates, qui a été utilisé pendant des décennies pour le diagnostic de la maladie du sommeil, n'est pas véritablement, à proprement parler, un test rapide, parce que vous voyez, pardon, je vais un peu trop vite. Ah, ça, c'est reparti. Désolé. Je suis parti sur Merci. Voilà, donc pour dire que le fameux CAT, qui est utilisé depuis des décennies dans les zones les plus reculées du Congo pour le diagnostic de la maladie du sommeil, n'est pas vraiment un test rapide. Il faut de l'électricité. Bon, là, l'infirmier a trouvé un système avec des piles. Il faut un rotateur, il faut un diluant. Vous voyez, c'est un test d'agglutination. Donc, ce n'est pas encore le test parfait pour les endroits les plus périphériques où on en a le plus besoin. Alors, quand on parle de test rapide, je vais m'intéresser davantage à la malaria, parce que c'est là-dessus qu'on a fait beaucoup de recherches, disons, opérationnelles au sein de notre unité de laboratoire tropical. Vous savez tous, je pense, qu'il y a deux grands antigènes qui sont détectés par les tests rapides actuels qu'on utilise pour la malaria. Il y a l'histidine-rich protéine 2, qui est finalement une protéine qui se trouve sur la membrane du globule rouge parasité, mais qui ne détecte que le Plasmodium falciparum. Il est spécifique à cette espèce. Et il existe une enzyme, LDH, la déshydrogénase, spécifique du parasite, avec des isomères différents, soit qui détectent toutes les espèces de Plasmodium, soit qui détectent spécifiquement le falciparum ou le vivax. C'est un marqueur plus intéressant parce qu'il a besoin d'un parasite vivant et d'une cellule infectée pour être produit, pour être exprimé au niveau du sang. Et donc on a davantage une idée d'une infection active que le test HRP2 qu'on va voir qu'il a certaines limitations à ce niveau-là. Il existe des tests qui sont basés sur l'alveolase, mais il y en a beaucoup moins. Je pense qu'il doit y avoir un test ou deux, mais qui est aussi un plan plasmodium. Alors il existe différents formats. Ah, mais c'est chaque fois que j'appuie sur le pointeur comme ça. Je ne vais plus utiliser le laser. Escape simplement. Merci. Il y a différentes plateformes, je pense que vous les connaissez aussi. On a commencé avec des tigettes, mais il fallait des tubes. Puis après, on a eu ces cartes, comme le Binax, ces tests avec des cartons qu'on ouvre, qui sont encore malgré tout très utiles. Il y a des tests plus hybrides, avec des tigettes et des plastiques. Mais je pense que de loin, c'est des tests en cassette qui deviennent actuellement le plus robuste et le plus utilisé sur le terrain. C'est ce que vous allez voir le plus si vous voyagez. Le principe est relativement simple. Les antigènes sont captés par des anticorps qui sont présents donc, sur la tigette en question, qui vont provoquer la réaction colorimétrique. Et puis, il va avoir, quand on met le tampon, il va y avoir une diffusion par capillarité, et ces anticorps vont rejoindre je vais plus montrer maintenant avec le laser. Donc ces anticorps vont rejoindre d'autres anticorps qui sont placés sur cette membrane en nitrocellulose. Vous avez toujours un test, une ligne de contrôle C qui est nécessaire pour voir si votre test est valide. Vous connaissez. Et alors la ligne de test où on met en évidence alors le pathogène en question. Ici en l'occurrence la malaria. Mais il existe maintenant de multiples combinaisons. On a donc des tests qui sont à la fois plasmodium spécifiques contenant des HRP2 puis des PLDH. Dans les PLDH, il y a différents, je vous l'ai dit, il y a au moins 3 PLDH différents à l'heure actuelle. Et donc toutes sortes de combinaisons existent. Et vous avez probablement déjà entendu parler de ces tests 2 bandes, 3 bandes ou 4 bandes. Mais finalement, ça dépend simplement des antigènes qui sont reconnus. Je vous ferai quand même remarquer que les tests 4 bandes deviennent un petit peu plus compliqués à interpréter. De nouveau, c'est fait pour être utilisé par des agents de santé à des niveaux très périphériques. Donc il faut éviter aussi de complexifier au maximum quand on a un test 4 bandes à plusieurs combinaisons, plusieurs lignes possibles, et l'interprétation peut devenir parfois un peu plus complexe. Alors, où en est-on dans ces tests de malaria? Là, il y a vraiment une revue qui a clairement démontré, qui est publiée cette année, une revue Cochrane, qui a clairement démontré qu'actuellement, on peut considérer que les tests rapides actuels en termes de malaria
peuvent remplacer le microscope, qui a été ce qu'on a utilisé pendant des décennies, pendant plus d'un siècle, pour le diagnostic de la malaria. Pour le diagnostic de la malaria à Plasmodium falciparum, j'insiste, et pour le diagnostic de malaria non compliqué aussi. On n'a pas encore démontré que ça peut être utilisé pour les malarias vraiment compliquées. C'est plus difficile, évidemment. Les tests rapides actuels, pour être reconnus, pour être intégrés dans la liste de l'OMS, doivent avoir des sensibilités supérieures à 95%. Les spécificités en général sont excellentes. Et finalement, dans les études de terrain qu'on fait actuellement, on s'aperçoit que finalement, les tests de malaria actuels sont plus performants en termes de diagnostic, de performance diagnostique, que même la microscopie. Parce que souvent, la microscopie est mal faite. Et donc, c'est pas que la microscopie est mauvaise en soi, si la lame est bien correctement lue, on aura d'excellents résultats, mais vous connaissez le terrain, vous connaissez les microscopes en panne, vous connaissez l'absence souvent de supervision et de recyclage, et donc on a bien démontré dans des études actuellement que c'est mieux d'utiliser des tests rapides dans le terrain. Ça a même été démontré aux États-Unis, pas tellement que les microscopies soient mauvaises là-bas, mais les gens sont beaucoup moins exposés au malaria, à des patients avec malaria, donc ils voient peut-être un cas de malaria une fois par an, la microscopie ça a moins l'habitude, et donc là, au moins, les tests actuels sont aussi bons, si pas meilleurs, dans ces contextes-là aussi. Donc c'est valable sur le terrain, c'est valable aussi en médecine du voyage, et on a aussi de plus en plus démontré que c'était plus cost-effectif, le coût-efficacité est meilleur, vraisemblablement, donc ça doit tout à fait formellement démontrer, en tout cas que la microscopie. Si bien que, actuellement, et c'est vraiment un grand changement de paradigme dans les pays tropicaux, pour ceux qui ont cette expérience, jusqu'à il y a 2 ans, on traitait en général tout patient fiévreux comme étant un cas de malaria, et on lui donnait un traitement d'office. Enfin, il y avait beaucoup de fièvre qui n'étaient pas dues à des malarias. Actuellement, depuis 2 ans, l'OMS recommande d'abord tester le patient, puisqu'on a maintenant des tests qui donnent un résultat quasiment dans les 20 minutes. On doit d'abord tester le patient, en principe, avant de donner un traitement. Le fameux test and treat stratégique. C'est la recommandation actuelle. Pourquoi aussi? Parce que les traitements actuels sont plus chers qu'avant. On avait la chloroquine qui ne coûtait rien, maintenant on a les dérivés de l'artémisinine, les ACT, mais qui sont quand même plus chers. Donc, au lieu de donner à tout patient fiévreux ou à tout enfant fiévreux un traitement, vous comprenez que dans certaines régions, 10% ou 20% seulement des enfants avec fièvre ont véritablement une maladie. Vous voyez quand même l'économie qu'on fait. On dépense davantage en diagnostic, mais on diminue le coût du traitement, et surtout, ce qu'on ne faisait pas avant, le patient avait de la fièvre, il était traité comme malaria, rentrait chez lui, et on ne pensait pas du tout aux autres diagnostics possibles. Alors c'est un business, c'est devenu un business. 70 entreprises, au moins, 70 compagnies qui produisent des tests actuellement. Il y a plus de 200 tests, quand je vous ai dit toutes ces combinaisons, il y a plus de 200 tests qui sont disponibles commercialement actuellement. En 2002, on a produit plus de 200 millions de tests rapides pour la malaria, et l'OMS souhaite qu'on produise 1,5 milliard de tests dans les prochaines années, par an. Vous voyez un petit peu, parce qu'il y a encore 500 millions de cas de malaria par an. Vous imaginez un peu, il y a encore de la marge, encore du progrès. Je crois qu'on parlait de... Maintenant, le problème, c'est pas tellement que ces tests sont bons, c'est maintenant un peu plutôt que lequel choisir. Est-ce que tous les tests sont bons partout? Est-ce que tous les tests malaria? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Il y a des limitations à ces tests. Et ce que je vais dire pour la malaria va être probablement valable pour des tas d'autres tests qui sont déjà en utilisation, qui vont être utilisés dans le futur. Si vous prenez par exemple le cas de la malaria, que ce soit les tests HRP2 ou PLDH, c'est très très efficace au-dessus de 100 millilitres de 100 parasites par microlitre. Vous avez plus de 95%. C'est une étude qui va être publiée, qu'on a faite dans notre clinique du voyage sur plus de 1000 patients. Au-dessus de 100 parasites par microlitre, vous avez une sensibilité tout à fait normale, qui approche les 100%, mais en dessous, vous voyez, c'est 74% seulement. Donc on a des faux négatifs dans les faibles parasitémies. En médecine du voyage, c'est important, parce qu'on a vu que nous, à peu près 10% de nos patients viennent avec de la fièvre, sont malades et ont une parasitémie extrêmement faible. Ceux-là, on risque de les louper si on n'utilise que le test rapide. Les autres problèmes liés aux faux négatifs, c'est les autres formes de malaria. On a de relativement bonnes sensibilités, encore on pourrait trouver que ça pourrait être un peu mieux pour le vivax, mais certains de ces tests sont quand même assez, détectent 90 à 95% des plasmodium vivax. Mais pour ovale, et vous voyez, c'est extrêmement, les marges sont extrêmement larges. Pour l'ovale et pour le malarié, c'est extrêmement médiocre.
Donc on peut encore avoir une malariée, venir dans un poste de santé, ne pas être détecté, et bon, on a quand même une malaria, mais c'est une autre forme. Pour le Nolesti, on ne sait pas encore. Dans les cas publiés, sur les 6 cas qui ont été publiés dans la littérature chez les voyageurs, une seule fois les tests rapides ont été positifs. Donc on ne connaît pas encore véritablement, ce sera probablement médiocre également. Et c'est de nouveau, c'est pas uniquement une question de parasitémie, c'est vrai que les plasmodiums non falciparum ont une parasitémie toujours plus basse, mais c'est une question aussi d'affinité des antigènes. Il y a un troisième problème de faux négatif, peut-être le plus ennuyeux de tous, c'est le fameux phénomène de prozone. Ça n'est pas connu que pour les tests rapides de malaria, on s'était déjà décrit avec les tests RPR pour la syphilis. Vous voyez ici un exemple d'un patient qui revient du Nigeria, quand même fortement malade. Il a 30% de parasitémie. Même moi qui suis médecin clinicien, je vois qu'il y a des parasites dans cette goutte épaisse. Mais vous voyez que le test INAX, la C contrôle T1 et T2. T1 est la ligne de Plasmodium falciparum. Vous voyez qu'elle est négative, alors que ce patient a 30% de Plasmodium falciparum, parasitémie à 30%. La T2 est positive parce que c'est un pan PLDH qui a détecté. Mais si on regarde ça stricto sensu, si on ne fait pas la goutte épaisse, on conclut que ce patient a un non-falciparum et on le traite peut-être avec de la chloroquine. Donc ça, c'est un problème très ennuyeux. Alors, est-ce que c'est fréquent? Une fois qu'on a vu ça, on a regardé un peu dans les patients, donc on a eu un cas il y a 2-3 ans, on a regardé dans d'autres échantillons sanguins avec une hyperparasitémie qu'on avait bien détecté, et on s'est aperçu quand même que ce phénomène de prozone, qui est finalement une sorte de saturation, en quelque sorte, c'est un faux négatif parce qu'il y a un excès d'antigènes qui vient véritablement saturer, les antigènes sont plus petits, migrent plus vite, viennent saturer les anticorps, et donc quand les anticorps fixés, colorés arrivent, il n'y a plus de place. Enfin, c'est une vision un peu simpliste des choses, mais moi c'est comme ça que je l'explique et que je me l'explique. Mais vous voyez que ce phénomène était présent sur 17 tests HRP2 testés. Par contre, c'était absent dans les 5 tests PLDH qu'on avait testés. Alors on s'est demandé est-ce que ça arrive fréquemment, ce problème. Et donc on a fait cette étude au Mozambique il y a maintenant, en 2010, donc il y a 2 ans, où on a évalué, c'est un hôpital provincial de référence à Tête, dans le nord du Mozambique, on a évalué plus de 7500 patients qui venaient pour de la fièvre. Vous voyez les services d'urgence des hôpitaux africains bondés. On a fait le diagnostic de malaria, de Plasmodium falciparum, chez 10% d'entre eux, donc c'est pas non plus, c'est plus les 50 ou 50%, c'était en pleine saison des pluies pourtant. Vous voyez que la proportion de fièvre due à la malaria est en train de diminuer fortement au Mozambique, en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Donc 10% de ces gens ont la malaria et 1%, 1,2% d'entre eux avaient une hyperparasitémie au-dessus de 4%, c'était le critère qu'on a utilisé. Et si vous voyez en quelque sorte la prozone, c'était quand même présent chez 10% des patients hyperparasitémiques, donc les plus gravement malades. Donc si on prend l'ensemble des patients avec malaria, 1% sont des faux négatifs dus à un phénomène de prozone. Et si vous prenez l'ensemble des gens qui viennent avec de la fièvre, 1 pour 1000, donc peut être loupé si vous utilisez un test rapide. Si on s'est amusé à extrapoler pour le Mozambique, en comptant un peu le nombre de cas de fébrile rapportés, le nombre de cas de malaria, on imaginait quand même qu'en 2009, 7600 personnes avaient probablement été ratées, entre guillemets, alors qu'elles avaient une malaria avec une hyperparasitémie. Donc ça c'est vraiment peut-être la limitation la plus grave, je dirais, des tests rapides de malaria à l'heure actuelle. Heureusement, ce qu'on a démontré aussi dans la même étude, c'est que ça ne touche que les HRP2. Donc, si on veut éviter ce problème, et c'est quand même quelque chose d'important dans tous les pays africains, vous utilisez un test avec un PF ou avec un test qui doit être basé sur le LDH. Et là, il n'y a aucun des tests LDH qui est affecté par ce phénomène. Mais de nouveau, il faut le savoir. Il y a encore beaucoup de parachèques qui sont utilisés dans le monde. Il faut savoir que ça peut parfois donner des faux négatifs. Il y a encore d'autres problèmes. Le faux négatif, on a vu en grande quantité dans le bassin amazonien. Pourquoi là-bas il y a des parasites qui manquent de ce fameux HRP2, de cette protéine. Il y a une délétion du gène qui produit l'HRP2. Et donc si vous utilisez un test HRP2 dans la région amazonienne, que ce soit au Pérou ou au Brésil où ça a été démontré, vous voyez que la sensibilité des tests HRP2, au lieu de 95-99%, elle tombe à 70-72%. On ne pouvait pas utiliser un test.
pour la malaria dans cette zone-là, basée sur HRP2, ou en tout cas uniquement basée sur HRP2. C'est trop dangereux. Est-ce que ce problème de délétion du HRP2, est-ce qu'il existe ailleurs? On ne sait pas encore très bien. Mais il y a vraiment deux publications très récentes, une au Mali, où on parle de 10 patients. Mais là, il y a des problèmes méthodologiques avec l'étude elle-même. Ils sont allés chercher du sang qui avait été stocké depuis plus de 10 ans. Est-ce que c'est encore vraiment valable pour tester cette infusion? Il y a des problèmes méthodologiques dans cette étude. En Inde, ils ont trouvé ce phénomène de délétion chez 2 patients sur 48. Petite étude, mais ça vaut la peine quand même d'explorer parce que c'est important quand même par rapport à la sensibilité du test. Alors, il reste encore un dernier problème dans les tests rapides. Les faux négatifs, on va dire, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais il y a le problème que certains de ces tests donnent des lignes extrêmement faibles en intensité, voire même à peine visibles. Hein, fail, c'est vraiment à peine visible. Et weak, c'est faible, c'est-à-dire plus faible que le contrôle, mais visible quand même. Et donc, vous avez, prenons l'exemple d'un excellent test, enfin, je ne vais pas tout les citer, mais un excellent test de SDFK 90. Allez, on est dans les meilleurs tests. C'est un test 3 bandes, mais qui cible uniquement falciparum, parce qu'il est basé sur HRP2 et sur le PF-LDH. Il y a une sensibilité qui approche les 100%, une spécificité qui approche les 100%. Il n'y a pas de problème de prozone, puisqu'il y a un LDH qui rattrape ce problème-là. Mais malgré tout, on a des lignes à peine visibles chez 4% des patients, 3%, 7%, et la ligne LDH chez à peu près 20%. Donc, c'est extrêmement variable d'un test à l'autre, mais imaginez le poste de santé où il n'y a pas d'électricité, où l'enfant arrive le soir avec sa fièvre, et où probablement le laborantin n'aura pas les bonnes lunettes pour regarder son test. Là, ça risque d'être un faux négatif aussi, dans la réalité, dans l'opérationnel. On essaie d'améliorer ça, il y a toute une série maintenant de progrès pour essayer d'utiliser par exemple des techniques de fluorescence, des techniques classiques de coloration. On est en train de développer des lecteurs automatiques aussi. Donc il y a toute une série encore des progrès qu'on peut faire. C'est peut-être une des faiblesses encore du LDH. Ils sont un petit peu moins sensibles que les HRP2 en général, et ils ont tendance à donner des lignes plus faibles qui sont parfois à la limite de la visibilité. Donc ce n'est pas encore non plus les tests parfaits. Il n'y a pas que les faux négatifs, il y a les faux positifs. Le faux positif le plus connu, et très ennuyeux dans les régions de transmission hyper intense, c'est le fait que cet HRP2, de nouveau, met énormément de temps à disparaître du sang après une crise de malaria. On savait déjà depuis une dizaine d'années que ça persistait longtemps. Vous avez peut-être fait l'expérience aussi chez des voyageurs qui se sont déjà guéris, qui ont déjà eu le traitement et qui ont encore un test HRP2 positif. Vous voyez, 90% des gens avec des malarias sévères, donc avec des hyperparasitémies au départ, vraisemblablement, on a encore un test positif après 2 semaines. Et vous voyez, ça ce n'est pas publié, mais ça va l'être probablement. Donc, les collègues d'MSF ont fait une étude, je pense au Sierra Leone, où ils ont quand même encore 50% de leurs patients, plus de 4 semaines après le premier épisode, restent positifs. Or, dans une région de transmission intense, il y a parfois une crise de malaria quasiment tous les mois. Quand le traitement précédent perd son efficacité, ça dure à peu près 1 mois en général, ou 6 semaines pour les meilleurs d'entre eux, ben vous avez la crise suivante qui apparaît. Mais alors, on ne sait plus. Bien, ça peut être aussi tout à fait autre chose. Donc, de nouveau, ici, c'est plutôt un problème de faux positif qui est vraiment très très ennuyeux avec les HRP2. Des choses tout à fait triviales également. Le fameux phénomène de backflow qui est décrit par l'OMS comme étant une cause importante de faux positifs. Normalement, vous devez lire votre test dans le temps imparti, et c'est bien indiqué dans la brochure en principe. Mais vous connaissez la vie réelle, on n'a pas tout le temps, il y a plein de patients. On va le lire peut-être 2-3 heures après, ou peut-être en fin de journée même. Et là, alors, il se passe un phénomène que la migration capillaire touche le bord, en quelque sorte, revient, et on a des tests qui étaient en principe négatifs, et comme l'ensemble des protéines reviennent, qui deviennent faussement positifs si vous les lisez après coup, si vous les lisez plusieurs heures. Ici, cette étude, dans l'étude qu'on a faite au Mozambique, vous avez la première ligne, ce sont tous les tests qui étaient négatifs et qui sont restés négatifs en le lisant. Notre superviseur de l'étude a regardé en fin de journée. Il n'avait malheureusement pas pris de photos, c'est les seules erreurs qu'on a faites pour pouvoir faire une publication. Mais ils étaient négatifs en fin de... Ça, c'était tous les tests négatifs au moment où le patient est venu et qui étaient encore négatifs en fin de journée. Et là, au milieu, vous voyez les tests qui étaient négatifs, en tout cas recopiés comme tels dans le livre, et qui étaient positifs au moment où le superviseur l'a. Donc, où il y a vraisemblablement eu ce phénomène de backflow.
La troisième ligne, ce sont les tests qui étaient déjà positifs et qui heureusement sont restés positifs encore en fin de journée, parce que ça a l'air d'aller un peu dans tous les sens. Il y a parfois des tests qui sont négatifs si on les lit trop tard. Donc, ce sont des contraintes opérationnelles, ça peut paraître un peu risible parfois, mais la réalité, dans des situations plus défavorisées, quand même. Alors, mais ça, malheureusement, c'était mieux si vous avez pu voir, mais ça, c'est encore plus incroyable. Vous avez tout au-dessus un patient qui n'a pas de parasite, un patient qui n'a pas de malaria, et on utilise le tampon classique. Et donc vous voyez, il y a la ligne de contrôle, là, vous voyez celle du dessus, la ligne de contrôle est bien visible, et vous ne voyez pas du tout de ligne test. Hein. Maintenant, si vous utilisez, au lieu d'utiliser le tampon, si vous utilisez, je ne sais pas moi, un diluant quelconque pour n'importe quel, vous voyez que le test, alors qu'il n'y a pas de parasite, le test devient positif. Si vous utilisez du sérum physiologique, et ça c'est la réalité. Vous savez, ce tampon-là qui est là, il est ouvert, et puis on le perd, et puis on ne sait plus s'il n'y a pas toujours pas toujours bien à noter. Il y a plusieurs tests rapides, on le laisse sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va prendre un sérum physiologique ou un peu d'eau. Hein, vous voyez, même l'eau de comment dire, l'eau de circulation, l'eau du robinet, merci. L'eau du robinet donne des faux positifs. Encore mieux, vous mettez même pas de sang, vous mettez simplement je sais pas, un diluant et le test devient positif aussi. Donc vous pouvez, si vous revenez d'Afrique et puis vous n'avez pas envie de travailler, vous pouvez prétexter une fièvre et puis mettre un peu d'eau sur votre test rapide et aller montrer à votre patron. Vous êtes quand même réellement malade et vous avez besoin de 3 jours de repos. C'est des choses incroyables. Je ne les croirais pas. Mais c'est ça. Ça dépend des parents, ça dépend des parents. Lui, il le sait. Mais c'est quand même incroyable, je veux dire. Et de nouveau, quand on voit parfois ce qui se passe dans la réalité, oui, à force des choses, on a besoin de quelque chose pour un petit peu faire diluer. On utilise tout ce qui tombe sur nous. Il y a encore d'autres causes de faux positifs, les réactions croisées entre espèces, ça c'est peut-être plus anodin. Et puis il y a toujours ces problèmes de co-infection, de dengue, de patients avec tuberculose, schistosomiase qui peuvent donner également des faux positifs. C'est plus anecdotique, c'est plus sporadique. Mais c'est bien décrit, mais ce n'est pas que pour les tests rapides malaria, c'est un phénomène fréquent en sérologie. Un des plus perturbants quand même, parce qu'on est en train de faire une étude en Afrique centrale, au Congo, où il y a beaucoup de maladies du sommeil encore. On a les tests, la spécificité des tests dans cette zone est très mauvaise. Si on prend la spécificité des tests malaria chez des patients qui souffrent de maladies du sommeil, hein, chez qui on a fait le diagnostic, vous voyez, le PF, le PAN-LDH, est extrêmement mauvais. On a essayé 10 tests rapides différents, on a des faux positifs dans tous les sens. Il y a finalement que le PF-LDH qui est relativement correct dans ce contexte-là, mais on a des faux positifs en HRP2, des faux positifs en PAN-LDH, mais beaucoup. Donc maintenant on a l'habitude, quand on voit un patient qui a un patient trypanosé, un patient sommeilleux, je ne sais pas comment on ne croit pas, on est très longtemps par rapport aux tests rapides maladies, ils sont presque toujours, ils sont souvent faussement positif, ça va être en principe publié bientôt. Donc, pour résumer, ok, les tests rapides, c'est peut-être la solution à beaucoup de problèmes, mais il faut savoir les utiliser, il faut savoir les interpréter, et je pense que notre rôle, c'est aussi de connaître, c'est pas peut-être l'utilisateur à la fin qui doit connaître tout ça, mais en tant que superviseur, il faut quand même connaître toutes les limitations, et elles sont quand même assez nombreuses. Dans la performance, dans la performance intrinsèque du test. Alors je ne vous parle pas de tout le reste, parce qu'on s'est amusé à étudier les tests rapides qui sont valables commercialement, qui sont utilisés à grande échelle, qui inondent actuellement les pays tropicaux. On s'est amusé à tous, on en a testé 42, on a regardé l'empaquetement, le colis, les explications, le labeling, tous les composants qui sont en principe là-dedans, la manière dont on peut lire les instructions, hein, parce que parfois c'est en chinois, vraiment en chinois. Hein. Donc c'est hallucinant. Je veux dire, si vous êtes intéressé, on a passé 300 items en vue pour ces 42 différents tests, ça nous a pris un temps fou. On a trouvé d'innombrables fautes. Les tests, les fameuses normes, les fameuses sigles ISO qui sont normalement universelles, quand on regarde aussi bien en Belgique qu'au Congo, qu'en Cambodge, il y en a certains qui ne sont absolument pas compris par personne, notamment le test à 2 barrés qui signifie qu'on ne doit pas réutiliser le test, quasiment personne ne comprenait. Alors ça, ce sont vraiment, c'est pas du français ou de l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui est censé être compris universellement.
Je vous donne deux exemples, enfin les étiquettes que j'expliquais du tampon qui se décolle ou qui ne sont pas lisibles, enfin les différents types de lancettes de stylet pour ramasser le sang, des volumes complètement différents. Quand c'est dedans, parce que parfois c'est même pas dedans. Quand il faut lire la brochure, on a analysé qu'il fallait au moins 9 ans d'éducation américaine pour pouvoir comprendre certains des messages. Ce qu'on voit sur la brochure ne correspond pas du tout à la réalité. Tout ça, c'est le test en question. Vous voyez que le dessin ne correspond pas du tout. Là, il y a 2 trous sur le dessin, il n'y en a qu'un là. Quand vous les voyez, les gens qui doivent utiliser ça, comment ils comprennent. C'est quand même incroyable. On dirait qu'il n'y a pas de contrôle. Parfois, il faut des bonnes lunettes pour lire, tellement c'est petit. Enfin, dans les instructions, comment interpréter, je vous ai dit, les tests 3 bandes, 4 bandes, ça a l'air simple. C'est pas si simple. C'est super mal expliqué dans la plupart des brochures. Ceux qui sont parmi vous qui sont intéressés, vous lisez cet article à l'aise et vous allez tomber à l'inverse. Donc il y a, même pour des tests rapides qui sont censés être extraordinairement simples, il y a une nécessité de contrôle de qualité, de contrôle d'assurance. Il faudra trouver les moyens, enfin, à fond du Congo ou ailleurs, pour quand même voir si c'est correctement utilisé, correctement compris, correctement interprété. Donc et là, on n'est pas dans des choses évidemment de la vie réelle. Il reste des problèmes persistants des tests rapides malaria, mais qui sont valables pour tous les autres tests rapides. On a ce problème dans les régions d'hypertransmission où on ne sait pas faire facilement. Ce sont des tests qualitatifs encore, hein. Il n'y a pas encore de tests rapides quantitatifs, en tout cas pour les maladies infectieuses. Donc la distinction entre infection et maladie est difficile à faire. On a plein de porteurs asymptomatiques de plasmodium en Afrique centrale qui vont être détectés par nos tests, mais est-ce que c'est vraiment la cause de la fièvre ou du coma pour lequel ils se présentent? Ça reste un énorme problème. On ne sait pas quantifier, c'est ce que je viens de dire, alors que la goutte épaisse permet une certaine quantification, même si elle est aussi sujette à caution, on ne sait pas le faire. Les tests rapides, même antigéniques, ne sont pas encore été étudiés ou validés dans l'évaluation de la réponse au traitement ou d'une éventuelle rechute. Forcément, ça. Et alors, la question qui reste, je ne sais pas si vous êtes fortement sollicité, mais c'est cette tendance maintenant que les voyageurs ont de pouvoir prendre des tests avec eux pour leur diagnostic. Donc on a des demandes qui explosent véritablement, des compagnies pétrolières, des groupes de voyageurs, parfois des voyageurs qui partent en sac à dos, qui veulent emporter avec eux les tests pour les utiliser, pour ne pas devoir prendre la prévention, mais pour se tester en cas de fièvre et prendre un traitement en cas de besoin. Alors on s'est amusé aussi à voir un peu, on a fait Google et on a regardé, on a trouvé 8 tests rapides qui sont en vente libre. Vous les commandez, ça coûte 50-60 euros. Alors on s'est amusé à voir est-ce qu'ils sont corrects. Ben, on en a trouvé que 3 sur les 8 qui répondent à des standards corrects, donc au moins 5. Certains d'entre eux donnent des faux positifs presque tout le temps, donc ça ne sert à rien d'avoir un test pour discriminer une fièvre, si de toute façon il sera quand même positif quand vous le ferez. Certains d'entre eux ne détectent que falciparum. Or, chez les voyageurs, on aimerait bien avoir falciparum, mais au moins Vivax. Certains pour le Vivax sont quand même peu performants, 80% ou moins. Ils sont tous mauvais pour Oral. Donc vous voyez un petit peu, alors ça c'est un petit peu les kits qu'on a, parfois les lingettes pour désinfecter sont minuscules, il n'y en a qu'une, il ne faut pas vous rater, quoi, hein, c'est important. Il y a les instructions, je ne vous en parle pas, on a à peu près tout regardé, c'est toujours plus ou moins incomplet, très insatisfaisant au niveau. On ne sait pas, les gens quand ils disent ça ne savent pas ce qu'ils doivent faire si le test est négatif. Si le test est positif, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, si le test est négatif, ils ne savent pas que ça peut encore être une malaria quand même, ils ne savent pas s'ils doivent aller voir un médecin, enfin, tout ça est en vente. Donc même si nous n'avons pas envie, on va être rattrapé par les gens, par le commerce et le business, et on doit véritablement travailler là-dessus et standardiser. Donc on a beaucoup de demandes de formation, on forme des groupes de gens maintenant, on met ça tout le temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est spécialement remboursé ce temps-là. Si vous êtes intéressé, la publication va sortir en PLOS-ONE vraiment dans les semaines qui viennent. Bon, j'ai beaucoup parlé de malaria, je pense que vous savez, finalement ceux qui ont ouvert la voie dans les tests rapides, c'est le VIH, parce que ça fait très longtemps maintenant que les tests rapides et uniquement les tests rapides sont utilisés pour faire un diagnostic. Si vous avez 3 tests rapides positifs au Congo, vous êtes considéré comme étant infecté par le VIH. Donc, il n'y a pas des tests de confirmation ou des DAISA ou je ne sais pas quoi. Au Mozambique, il faut 2 tests rapides. C'est ça pour une question de probabilité de test. 2 tests suffisent au Mozambique parce qu'on part
avec un pré-test de 10 à 15% de la population générale, tandis qu'au Congo, on est entre 1 et 2% de la population, ou un peu plus à Kinshasa. Mais là aussi, et là, ce sont les seuls tests qui sont vraiment bien surveillés par l'OMS et d'autres organisations. Même là, quand on s'aperçoit, par exemple, la spécificité des tests rapides du VIH dans cette zone de nouveau où il y a beaucoup de maladies du sommeil, vous voyez, le détermine, il y a 60% de faux positifs. Donc, difficile de vraiment l'intégrer dans l'algorithme de décision pour traiter un patient quand on a un tel taux de faux positifs. Les autres performent un petit peu mieux. Même les ELISA et les LIA qu'on utilise ici donnaient beaucoup de faux positifs. Mais ça, c'est connu dans la maladie du sommeil, dans les hyper-gamma-globulinémides, les maladies infectieuses chroniques donnent des faux positifs dans les tests sérologiques en général. Oui, enfin, c'était ça pour vous signaler qu'il y a un test rapide qui combine maintenant l'antigène et l'anticorps anti-VIH, le seul qui soit actuellement, en tout cas cette année, reconnu par l'USAID, le premier combo. Il va falloir aussi gérer ça. On va diminuer, mais il ne faut pas donner des faux messages non plus aux gens. C'est pas pour ça que le lendemain, le test va être positif. On va encore attendre 3 semaines. On réduit la fameuse fenêtre, et c'est intéressant peut-être en transfusion sanguine ou dans prénatal, mais bon, il va falloir gérer de nouveau tous ces progrès. Enfin, c'est excellent, mais ça complexifie un peu les choses. Je pense que la dengue est un autre exemple de progrès qui a été fait extrêmement rapidement dans les dernières années. On a depuis longtemps les tests sérologiques de dengue qui finalement ont des performances aussi bonnes que les sérologies classiques qu'on peut faire dans les laboratoires de référence. Vous savez qu'il y a un test antigénique qui est relativement récent, mais qui a quasiment la même performance. Il détecte très bien la virémie. Dans notre expérience, on a quasiment 100% de sensibilité. Il y a maintenant des tests combo, antigènes, anticorps pour la dengue, qui ont des sensibilités qui approchent 90%, non, qui dépassent même 90%, comme on peut le voir dans les grandes études asiatiques. Donc vraiment, la dengue est un excellent exemple où on a actuellement un test qui arrive, bon, de nouveau, il va falloir interpréter, il y a beaucoup de lignes dans tous les sens, mais en tout cas, qui permet une décision. On l'utilise depuis 2 ans dans notre polyclinique du voyage. Je pense que ça a déjà permis d'améliorer la prise en charge des patients, parce qu'on avait toujours ce problème des gens qui reviennent d'Inde avec la fièvre à 39, est-ce que c'est une fièvre typhoïde, est-ce que c'est une dengue? Et puis vous avez le test rapide, vous avez le résultat dans 15 minutes après, vous pouvez le laisser rentrer tranquillement à la maison en disant de venir s'il commence un peu à saigner, mais je veux dire, on ne doit pas commencer un antibiotique, on n'est pas spécialement obligé de l'hospitaliser si on a déjà un diagnostic. Donc ça modifie, ce sont des exemples d'études et de recherches qui sont faites sous les tropiques et qui peuvent avoir un intérêt extrêmement intéressant. Et je pense que vous allez devenir bientôt endémique pour la dengue dans le sud de la France, donc c'est peut-être utile d'avoir... Voilà, syphilis également, maintenant on a quand même certains tests. Mais de nouveau, je pense que ça c'est une chose qui arrive maintenant, il faut voir à l'épreuve. Il faut voir à l'épreuve du réel ce que tout ça va donner. Donc on a parlé du diagnostic spécifique chez le patient. Un autre domaine, un autre programme où les tests rapides ont véritablement amélioré les prises en charge dans les programmes de transfusion sanguine. On ne sait pas partout en Afrique faire des tests moléculaires au niveau central. On a des tas d'endroits où on doit faire des transfusions immédiates. Et le screening avec des tests rapides comme le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C. Il reste un problème avec l'hépatite B au niveau de la sensibilité. Mais les autres, syphilis, VIH, HCV, là on a besoin de tests, et bien entendu, hypersensibles. S'ils ne sont pas très spécifiques, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est de donner un sang sûr à nos patients. On doit encore voir aussi l'intérêt de tous ces tests en prénatal aussi pour éviter les transmissions. Bon, c'est déjà bien utilisé pour le VIH, de plus en plus pour la syphilis. Donc il y a vraiment là un champ qui s'ouvre de recherche. Alors, dernier point, et je vais arrêter là. Est-ce qu'on pourrait maintenant qu'on a tout ça et que de plus en plus de choses arrivent et dont certaines quand même très performantes, très utiles, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'intégrer ça un peu dans notre prise en charge des patients? Je vous l'ai dit, ils ne viennent pas avec un diagnostic, ils viennent avec des symptômes, dans une prise en charge plus syndromique. C'est ce qu'on essaie de voir dans une étude qu'on a commencé maintenant. Je dois reconnaître qu'on n'a pas pris la plus simple. On a décidé d'aller travailler dans une région rurale du Congo.
et d'essayer d'améliorer la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge des infections neurologiques. Alors, les problèmes neurologiques au Congo sont nombreux, enfin pas uniquement au Congo, en Afrique, dans les pays tropicaux en général. 10% à peu près des hospitalisations sont liées à un problème neurologique. Et si vous allez dans des zones avec des prévalences VIH plus élevées, comme l'Afrique australe, vous montez parfois à 30% de vos causes d'hospitalisation liées à un problème cérébral. Bon, vous connaissez tous la morbidité et la mortalité monstrueuse. Le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas du tout. On est dans des zones où il n'y a pas de scanner, pas de résonance magnétique, quasiment pas de laboratoire. Donc on sait qu'il y a des pathologies qui sont là, on sait qu'il y a des maladies infectieuses, mais le spectre étiologique est inconnu. Mais on doit avoir là-dedans certaines pathologies. Si on peut les reconnaître à temps, on devrait pouvoir traiter et éviter des tas de séquelles. Je prends l'exemple de la maladie du sommeil. Alors ce qui est ennuyeux aussi, c'est beaucoup de ces prises en charge sont basées sur des, je parle du Congo, mais je pense que là, sont basées sur des algorithmes cliniques, mais qui ne sont pas du tout basés sur l'évidence. En général, c'est un groupe d'experts qui s'est réuni à Kinshasa avec un per diem et alors une sorte un vague algorithme qui sort de là, que personne n'a validé. En général, ce sont différents programmes qui se rejoignent, donc ce sont toute une série d'approches monodisis juxtaposées, mais pas un vrai algorithme intégré, etc. Donc, devant ce problème, bon, je connais que c'était peut-être un peu ambitieux de s'attaquer au problème neurologique en premier, enfin, on pensait qu'il y avait quand même un besoin et un gap à ce niveau-là. Donc on a recherché un peu les différentes pathologies infectieuses pouvant donner des troubles neurologiques, et il y en a beaucoup. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points d'interrogation aussi, donc dans beaucoup de situations, je viens de lire un papier d'Asie du Sud-Est, c'est la même situation. Hein, il y a pas quelques villes dans les zones rurales d'Asie du Sud-Est, c'est la même grande ignorance, terra incognita au niveau des prévalences et chez les patients suspects de pathologie. Enfin, on a la malaria, on a la VIH, la tuberculose, la méningite, les pathologies associées au VIH. Il doit y avoir des herpès, des encéphalites herpétiques, il y a certainement des neurosyphilis, etc., etc. On a choisi une zone parce que la recherche est centrée aussi sur les maladies tropicales négligées. On a cherché une zone où il y avait aussi de la maladie du sommeil pour essayer Vous savez qu'actuellement, on est en train d'arrêter, il n'y a plus de subsides pour les recherches. Vous savez que le diagnostic de maladie du sommeil se fait essentiellement par des campagnes verticales, hein, où on va tester des gens dans des villages. Les gens partent 3 semaines, vont dans différents villages, testent toute la population, puis si c'est positif au 4, on les envoie faire des tests de confirmation, mais ça coûte extrêmement cher. La prévalence de la maladie du sommeil diminue depuis quand même des efforts de contrôle. Donc vous avez parfois des équipes entières de 8 personnes partant 3 semaines au fond de la jungle et qui ramènent peut-être 1 ou 2 patients. Ça devient plus tellement cost-effectif comme intervention. L'idéal, ce serait que ces prises en charge soient réintégrées, donc, que ce soit plus aussi, de manière aussi verticale et coûteuse. Ça a été très utile, hein, je ne critique pas ce qui a été fait pendant de nombreuses années pour contrôler la maladie, mais il est maintenant temps de réintégrer ça dans les soins de santé primaires et qu'un infirmier dans un poste pense à ce diagnostic-là. Donc on a besoin de tests rapides et de tests pour permettre le management, etc. Je sais plus pourquoi je parle de ça. Enfin bon, voilà. Donc pour vous dire un peu les différentes équipes pathologiques. Et donc ce qu'on fait actuellement, l'étude a commencé depuis 3 mois dans le cadre d'un projet qu'on appelle NIDIAG, Neglected Infection Diagnosis, où on a regroupé des cliniciens, enfin des personnes qui s'occupent des études sur le terrain de différents syndromes. On va s'attaquer au syndrome neurologique dont je suis responsable. On va s'attaquer à un syndrome des fièvres prolongées. On va se faire aussi un syndrome des diarrhées chroniques. Et d'essayer de voir si on peut effectuer des recherches épidémiologiques relativement poussées et d'essayer en intégrant les prédicteurs cliniques et les prédicteurs de laboratoire classiques traditionnels, de voir dans quelle mesure certains tests rapides, soit en séquence, soit en parallèle, que sais-je, pourraient améliorer le diagnostic. Le problème de ce genre d'études, c'est qu'on a besoin de diagnostics de référence, qui ne sont évidemment pas disponibles sur le terrain, donc il y a toute une logistique pour apporter des échantillons à Kinshasa, puis les amener en Europe, etc., etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi avec des firmes qui produisent des tests diagnostiques. Ça, c'est vrai que moi, ça m'a un peu ouvert les yeux, parce que eux, si on leur donne des antigènes, ils font ce que vous voulez. Hein. Vous leur dites demain le test de produire quelque chose pour l'amibiase, ils le font du moment que les plateformes
Tout ça, c'est techniquement vraiment pas un problème, finalement. C'est le bon antigène, le bon anticorps, on est bien d'accord. Mais donc, il y a toute cette partie de recherche, de diagnostic de référence, et puis d'essayer alors de voir quels tests seront les plus contributifs, associés bien entendu à la clinique. Il n'est pas question de faire des tests chez les gens qui passent dans la rue. Ce sont des gens suspects qui viennent avec des troubles neurologiques dans les hôpitaux, bureaux, et où on essaie de poser un diagnostic. On ne va pas tout trouver, je pense qu'il y aura plus de la moitié des cas où on n'aura pas de diagnostic, mais peut-être que au moins la proportion des neuroinfections traitables, on pourra les détecter un peu plus rapidement. On va tester notamment 2 tests rapides qui sont en phase 3 lors d'évaluation actuellement. On a commencé un test qui a été produit dans le cadre du projet lui-même et un autre test de Fine pour la maladie du sommeil. Mais on utilise bien entendu des tests qui sont déjà bien validés pour la malaria ou le VIH. Il y a un test urinaire ou sanguin, un test à latéral flow pour la cryptococcose qui peut être très intéressant aussi. Et je vous l'ai dit, moi je m'occupe de la partie du syndrome neurologique au Congo, et donc on a des collègues, François Chapuis, etc., qui vont travailler sur les fièvres prolongées. On va s'attaquer aux fièvres. On n'a pas commencé avec les fièvres aiguës, parce que là on est vraiment dans trop de choses, notamment virales, mais dans les fièvres qui durent plus d'une semaine, qui sont un problème, un vrai challenge diagnostique pour les cliniciens. Parce qu'en général, à ce moment-là, les maladies ont déjà été traitées, les virus sont déjà plus ou moins passés. Bon, les gens ont déjà en général reçu un antibiotique ou l'autre pour l'une ou l'autre bactérie. Et donc après, quand les fièvres perdurent, qu'est-ce que ça peut encore être? Donc on a fait un peu la même chose. Là, ce sera bien élaboré dans un article qui va être publié, qui est soumis en tout cas. Et on essaiera aussi une série de tests. Et là, on aura la chance de participer avec vous par rapport au diagnostic de référence pour certaines maladies. Il doit exister des borrélioses, il doit exister des rickettsioses dans toutes ces zones. On va travailler au Congo, au Sud-Soudan, au Cambodge et au Népal. Parce qu'on cible bien entendu certaines de ces pathologies tropicales négligées. Voilà, donc je vais en rester là. Avantages et inconvénients, encore beaucoup de travail par rapport aux limitations, aussi bien techniques qu'opérationnelles, que même plus conceptuelles. Mais quand même certains avantages non négligeables. Low skill, résultats rapides pour le clinicien. Ça peut être utilisé dans des études. Maintenant, on a des tests, on a une surveillance épidémiologique plus correcte de la malaria. Depuis qu'on a les tests rapides de la malaria, le nombre de malaria en Tanzanie a diminué, a été quasiment divisé par 10. Parce qu'avant, tout le monde avait la malaria clinique, et maintenant, on a la malaria vraiment confirmée. Donc, il y a quand même toute une série de choses. Mais je ne sais pas si on aura le temps de travailler jusque-là. Merci. On est intéressé, nous on a parmi les 2 choses qui sont les plus communes au Sénégal, sur lequel je voudrais qu'on développe des tests rapides. On fait des tests des diagnostics moléculaires pour l'instant, bien sûr, en brousse, mais bien sûr, c'est pas diffusable partout. Donc on avait 2 priorités, c'est les borrélioses, et les rickettsia-pectis. Donc ça, c'est vrai que si tu as une boîte qui fait ça et qui peut faire ça à façon, nous, on peut tout fournir depuis les antigènes, les anticorps, et ensuite, si on arrive à mettre ça au point, bien sûr, on sera d'accord pour partager avec vous. Je sais qu'on avait fait une étude dans le Congo, dans l'est du Congo, qui montrait que les borréliosatiques étaient une fréquence, enfin l'hyponie était une fréquence incroyable. On a fait ça avec un médecin du Congo, c'était la première cause d'avortement dans cette zone-là du Congo, c'était la borréliosatique. Donc on est très intéressés parce que c'est pareil, pour voir l'EXA, sinon il faut des microscopistes, des gens entraînés, et il n'y en a pas, en réalité ils passent à côté. Donc ensuite la sensibilité, on a vraiment comparé le frottis-ton pour procédurer. Procédurer qui est beaucoup plus récurrentiste, c'est celui dans lequel il y a le plus de parasites parmi eux. Ensuite c'est du toni, ensuite c'est procéduré. Et donc procéduré, quand on a comparé, enfin, c'est Jean-François Trappe qui avait dit qu'en réalité on ne faisait pas de diagnostic de frottis, mais avec goutte épaisse parce que la concentration était trop faible. Et nous, on a encore comparé à ça le PCR par rapport à la goutte épaisse et on gagne encore 30% de diagnostic. Donc on a besoin d'avoir un diagnostic rapide là, et qui ne soit pas microscope. C'est comme ça, et pour Félix, tu as vu au Kenya et Tanzanie, ils trouvent 3% des fièvres associées avec le Félix. C'est un problème extraordinairement commun, c'est aussi commun que pas unique. Donc il y a un vrai besoin de la chose, et donc, comme le point de care, c'est un truc qui nous
intéresse beaucoup, on réfléchit beaucoup à comment faire le développement. Il y a déjà des liens avec des boîtes qui sont capables de nous transférer ça. Tu vois, si on forme des antigènes, nous, on est capable de le valider ensuite sur le sérum de malade, tout est couvert, donc ça serait vraiment très intéressant. Je dois dire que pour cette étude, la Lydia, enfin, c'est un financement FP7, là, et alors il y a une obligation d'être associé à une PME, enfin une moyenne entreprise européenne. Et j'avoue que honnêtement, c'est pas si fréquent que les académiques sont en contact aussi, parce qu'ils nous disent bon, qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous besoin, et on vous le fait. Si, bon, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est vrai que ça a été pour moi en tout cas une sorte d'ouverture, tiens ça. Et en effet, donc là, en l'occurrence, on travaille avec une entreprise belge de Jean Blou, là, qui a produit ce test Sérostrip qui semble, enfin bon, on est en phase, les phases 2 sont assez correctes, et les phases 3, on vient de commencer avec 30 patients, donc ça va un peu, mais qui semble quand même assez... Donc voilà. Sur quoi? Sur quel antigène tu t'es travaillé? Lequel précisément sur la maladie du sommeil, hein, mais je ne saurais pas te dire lequel précisément, mais il y a Philippe Buchel, par exemple. Mais je préfère si une entreprise ancienne, mais enfin si elle est belge, non, il y en a, c'est pas... Si tu as... Mais c'est vrai que ça a été une surprise de voir que apparemment ça a l'air simple. Mais on imagine... Mais après, il y a encore beaucoup, bon, c'est pas... Tu sais, moi, je faisais ça pendant mon postdoc, j'ose pas dire quand, parce que c'était quand même assez important. Donc la mise au point de ça, si tu veux, sur du nitrocellulose et du papier tendu, c'est un peu chaud. Après, c'est de transformer ça en un device, mais qui est industriel, mettre ça dans le plastique, qui vision le principe et la réalisation, c'est une simplicité unique. L'explosion de ce genre de device. Et après, avec les lecteurs automatiques et tout ça, il faut trouver. C'est vrai, par rapport aux maladies qu'on ne connaît pas, il y a quelques études qui sortent de Tanzanie, là, avec leptospirose, 15% des fièvres, c'est une leptospirose en Tanzanie rurale. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Vous avez trouvé les borrélioses, les crocodiles en Afrique de l'Ouest. Il suffit qu'on les cherche. Et là, évidemment, on n'aura pas une solution pour tout, mais il y aura des tests rapides relevant et utiles selon les contextes et les années futures. Parce que dans les régions où parfois le téléphone mobile est développé, est-ce que ça peut être une aide ou pas, par exemple, je sais pas, de prendre la photographie du test, il y a parfois des problèmes d'interprétation de la personne dans le village ou même au poste de santé, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider ou pas en envoyant une image à ce qu'on développe quelque part? C'est ce qu'on développe au Congo, le contrôle de qualité. Il n'y a pas Internet partout, mais en tout cas par rapport à l'interprétation du test, c'est pas la même chose. Mais nos voyageurs maintenant, on leur demande toujours, s'ils ont dû utiliser leur test rapide, ceux qu'on a formés, on leur demande de prendre une photo, ils l'envoient tous. Mais alors on voit que la goutte de sang, enfin, une énorme tache de sang qui prend presque tout le... On voit que c'est pas... Et encore, ils s'entraînent, ils doivent le faire un an après. Bon. Je pense que ces tests par rapport à des gens malades, quand on a 42 fièvres, on a bien démontré il y a déjà 10-15 ans que les tests rapides, self-diagnosis, ça ne va pas être vraiment efficace. Mais dans des groupes avec un infirmier ou dans des compagnies pétrolières ou que sais-je, avec quelqu'un qui a un tout petit peu d'expérience, ouais, ça évitera probablement beaucoup de prévention, de prophylaxie peut-être. Mais bon, il faut rendre tout efficace aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cliniciens ici qui travaillent avec les tests de Dang et des choses. Je trouvais que c'est quand même un grand projet. Ok, merci beaucoup.